grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Studio Tamani s'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre. Ce slogan résume la ligne éditoriale de Studio Tamani. Mali, Niger, Burkina, la création de la confédération se précise-t-elle sur le thème qui sera abordé au cours de ce grand dialogue. Le traité portant création de la confédération de l'Alliance des États du Sahel a été élaboré par les experts de l'AES la semaine dernière au Burkina Faso. Une vingtaine de ministres de l'organisation y ont participé. Les ministres des Affaires étrangères vont poursuivre les réflexions sur l'amélioration du dit traité avant la tenue de la session inaugurale du sommet de chefs d'État. Quelle architecture institutionnelle pour l'AES lui permettant de fonctionner efficacement? Cette ambition a-t-elle une chance de réussir? Studio Tamani ouvre le débat avec nos invités. Dr Ahmadou Touré, chercheur en sciences politiques, paix et sécurité au Mali. Bonsoir. Bonsoir. Assim Dabo, enseignant-chercheur et analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Assamadou Aguirre, expert en géopolitique au Burkina Faso, qui sera au téléphone. À la présentation, je suis Mrana Kilomaïga, invité, auditeurs, téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Les conclusions des travaux ont été présentées au président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, suivant le résumé des conclusions lues par Karamogo Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de Burkinabé à l'étranger. Conscient des enjeux majeurs de l'avènement de la nouvelle configuration politique et stratégique de leur espace, les ministres ont formulé les recommandations suivantes. Élaborer la feuille de route de la Confédération des États de l'AES. Accélérer la mise en œuvre des mesures et actions proposées dans le cadre de l'organisation, de la communication et de l'élaboration de la charte graphique de l'Alliance. Élaborer dans les meilleurs délais des projets de protocole additionnels relatifs à la répartition des compétences entre la Confédération et les États confédérés. Élaborer dans l'urgence des projets de protocole additionnels relatifs notamment à la libre circulation des personnes et des biens, à la défense et à la sécurité, pour faire face aux implications liées au retrait des États de l'AES, de la CEDEAO. Identifier des partenaires stratégiques. Docteur Ahmadou Touré, quelle lecture faites-vous de cette annonce? Bonsoir Imalou, bonsoir chers collègues, bonsoir chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices. Cette lecture, c'est que ce n'est pas étonnant, parce que depuis que l'AES a été créée, il y a un chemin que l'AES était octroyé. C'est-à-dire la dynamique de rupture politique et de la subordination avec la France. Et aussi aller vers le passage, ce sommet aussi est une des caractéristiques qui se symbolise par le passage de la structure conjoncturelle à une structure formelle. Donc l'AES tire vers sa concrétisation vers une structure formelle. Seule une structure formelle de l'AES peut remplacer dans sa réalisation la CEDEAO. Et si vous voyez un peu, c'est la même dynamique de la CEDEAO. Le conseil de ministres, après aussi la session des chefs d'État, la session parlementaire. Donc c'est une configuration qui n'est autre que la version améliorée de la CEDEAO. Et j'aurais aussi à dire que la CEDEAO et l'AES n'est qu'une version plus améliorée et plus dynamique de la CEDEAO, à travers les échecs et aussi les ruines de la CEDEAO. Donc vous allez voir, l'AES va fonctionner du même modèle que la CEDEAO. Parce que vous allez voir, ils ont dû prendre des mesures urgentes par rapport à la libre circulation des personnes et des biens. C'est bien, c'est comme la CEDEAO. Et la dynamique va se concrétiser vers la réalisation d'une monnaie. Donc tout ce qu'on voit, c'est bien, mais ce n'est pas fini. Donc tant que l'AES n'a pas sa monnaie, la dynamique va continuer. Et j'aurais imaginé que la réunion ou la session des chefs d'État ne serait que le lieu idéal pour débattre des questions comme la question monétaire. Sinon, ce n'est pas une nouveauté et ce n'est pas surprenant. Et là, c'est toujours dans sa dynamique de rupture politique et de subordination avec le franc CFA. Quand le ministre parle de la répartition des compétences entre la Confédération et les États confédérés, à quoi fait-il référence? Bon, c'est pour dire juste que c'est pas facile. Parce que l'ambition, c'est la fédération. Mais à l'état actuel, ce n'est pas facile.
Parce que chaque État est jaloux et souverain, chaque État est souverain et jaloux de sa souveraineté. Donc, comment on peut accepter que les 3 États perdent tout de suite leur souveraineté au profit de la fédération? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Chaque État aussi va donner des compétences qui seront gérées au niveau de la confédération. C'est pour cela que j'ai dit au départ que l'AES n'est autre chose que une version améliorée de la CEDEAO. Donc, l'AES va fonctionner telle qu'elle la CEDEAO pour un temps. Mais la fédération n'est pas facile. Et aussi, la confédération, c'est un processus assez long qui va nécessiter un point où il faut une appropriation nationale d'abord, de l'AES au niveau national. Ils ont dit qu'ils vont mettre en place les comités nationaux de l'AES pour sensibiliser la population sur le contenu. Et aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, l'AES aussi est là, a été créée à partir de rien, donc structure conjoncturelle. Maintenant, c'est ce qui va amener à dire que dans sa formalisation, il y aura les défis tels que la communication, les défis qu'il faut vraiment aller vers la souveraineté à partir des triangles de souveraineté, notamment la monnaie, la défense et le droit positif. Contrairement, l'AES a débuté par quoi? Par la défense, puis la Constitution. Donc il faut forcément que ces 3 États aillent vers une révision référendaire pour impulser la dynamique de l'AES dans la Constitution. D'accord. Hassim Dabo, vous venez d'écouter le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Ouais. Quelle lecture faites-vous de cette annonce? Bon, moi, tout d'abord, je salue les téléspectateurs et aussi mon cher René qui est là. Tout d'abord, il faut savoir que l'AES même, il y a une vision globale qui est là. Une vision globale qui fait que depuis la base, on sent que ces éléments-là savent vers là où ils vont. Donc, il y a tout un processus qui est là. Ce que le ministre a dit, ça démontre toute la complexité de la volonté qui est sur place, mais ça va demander aussi une intelligence de la part de ces 3 pays-là pour que chacun puisse non seulement penser à ses intérêts et aussi penser à l'intérêt de l'Afrique. Parce que la bonne réalisation de l'AES, c'est de quitter un jour la confédération pour venir vers la fédération. Regardez l'exemple de la Russie, par exemple. La Russie, c'est un grand pays. C'est l'association de plusieurs États qui ont donné ce qu'on appelle aujourd'hui la Fédération de Russie. Donc, si l'AES arrive à comprendre la même dynamique, puisqu'ils sont conseillés de temps en temps par les Russes, ils vont pouvoir mettre une dynamique globale sans que ce ne soit « c'est mon pays, il faut qu'on quitte dans ça ». C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une synergie globale, gouvernée par un seul gouvernant, mais tous derrière pour qu'on puisse aller ensemble. Donc moi, je pense que l'annonce que le ministre a eu à faire, ça nous pousse à mieux réfléchir et à rester solide. Parce que grâce à l'AES aujourd'hui, on voit les éléments de la CEDEAO qui ont voulu laisser tomber les sanctions parce qu'ils voient qu'il y a une bonne dynamique qui est là. Moi, je pense que l'AES est mieux que la CEDEAO parce que la CEDEAO n'est pas active. Mais l'AES est aujourd'hui active. On arrive à voir des choses, ils ont des idées, la création d'une monnaie, mais la création d'une monnaie ne va pas sans l'espace. Ça ne va pas aussi sans le fait que cette même monnaie-là soit utilisée au-delà de l'espace qu'il utilise. Parce que si on s'en tient seulement à ces 3 pays-là pour utiliser ça, si ce n'est pas arrivé à l'euro et au dollar, on va revenir de la même dynamique que ce que les Guinéens sont en train de subir aujourd'hui. Donc il faut une bonne réflexion et une bonne union autour d'un seul idéal ou d'un même idéal pour que l'AES puisse être une réussite. Parce qu'ils sont en train de venir avec des pièges pour dire on va lever les sanctions, après ils vont dire les fonds qui étaient bloqués là-bas sur le plan économique, on va lever tout ça. Pourquoi? Pour récupérer ces mêmes éléments-là. Que l'AES ne soit plus formé, qu'il continue avec la CEDEAO. Et nous, on ne veut pas ça. Tout ce que nous, on veut, c'est de par l'AES qu'il y ait une union africaine qui sera intégrée par les autres nations qui sont des récalcitrants aujourd'hui. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Donc, vous avez parlé d'une fédération. Pourquoi, selon vous, les pays ont voulu d'abord créer une confédération? Parce que tout simplement, une fédération sera dirigée par un seul individu, mais avec les autres derrière. Donc, il faut d'abord commencer à travailler ensemble en tant que confédération pour pouvoir arriver à la fédération. La fédération n'est pas chose facile. Ça demande vraiment, c'est-à-dire du patriotisme à l'état pur, pour pouvoir dire que oui, moi je pouvais être là-bas, gérer moi seul mon pays, toi aussi tu pouvais être là-bas, gérer toi seul ton pays. Mais si on venait ensemble,
en se partageant les rôles et les intelligences, on peut émerger et avoir du poids au concert des nations. Assamadou Guiré, vous êtes expert en géopolitique au Burkina Faso. Vous venez d'écouter le ministre de votre pays. Quelle lecture faites-vous de cette annonce des États du Sahel, notamment avec l'adoption du traité portant création de la Confédération? Alors, bonsoir à vous et bonsoir à mes co-débatteurs sur le plateau et bonsoir à l'ensemble des auditeurs et auditrices du studio Tamani. Alors, merci également à vous de nous avoir renouvelé votre confiance. Et je vais m'aligner derrière l'analyse des doyens sur le plateau en disant effectivement que c'est une situation qui était prévisible. Vous vous rappelez que il n'y a pas longtemps, les trois pays ont fait des communiqués conjoints en disant clairement qu'il était temps pour ces trois pays, ou du moins pour la CEDEAO, pour l'AES, de sortir de la CEDEAO. Et tout de suite maintenant, les analystes avaient prévu justement une telle initiative. Et comme on l'a si bien souligné, c'est une concrétisation d'une volonté beaucoup exprimée depuis fort longtemps, mais il n'était pas le moment pour que nos trois pays, ou du moins l'AES, puissent l'exprimer complètement. Et aujourd'hui, avec le retrait de l'AES de la CEDEAO, c'est le moment idéal de communiquer ou du moins de prendre ce type d'initiative, ce type de décision pour aller à la vitesse supérieure. Parce que les trois pays sont pratiquement dans une dynamique de changement paradigmatique et dans une vision justement de refondation des différents pays et des différentes nations. Et lorsque vous êtes dans une telle posture, vous avez l'exigence voudrait que vous soyez dans des initiatives comme cette confédération, de sorte à ce que vous puissiez fédérer vos forces, fédérer vos initiatives, fédérer vos actions pour la refondation de vos États et aussi pour la reconquête de vos différentes souverainetés et aussi travailler à ce qu'il y ait l'effet contagion. Parce que comme mon prédécesseur le disait, aujourd'hui, la vision de l'AES est de travailler de sorte à ce que l'AES soit le noyau de la construction de la superpuissance africaine. Et demain, qui sait, on pourra se retrouver avec d'autres adhésions de certains membres de certains pays côtiers qui aujourd'hui ne sont pas forcément en mesure de s'inquiéter avec les trois États de l'AES. Docteur Ahmadou Touré a souligné tout à l'heure que la concrétisation d'une confédération est un processus assez long. Est-ce que selon vous, la concrétisation de cette confédération est faisable? Oui, c'est faisable, mais je suis parfaitement d'accord avec le docteur en disant effectivement que vous savez que les réformes extraterritoriales sont très complexes et prennent beaucoup de temps. Et aujourd'hui, vous voyez que les trois pays de l'AES sont gouvernés par des militaires. Et ces militaires également sont venus dans la vision de non seulement la reconquête des différents territoires, mais aujourd'hui, on n'a pas visiblement, ou du moins on ne peut pas donner la période, ou du moins on ne peut pas dire que dans 10 ans, on aura encore Assimi Goïta au Mali ou Ibrahim Traoré au niveau donc, du Burkina Faso. Donc, c'est un projet très complexe, c'est une situation très complexe, et nous estimons que les chefs d'État des trois pays doivent intégrer justement cette vision des choses, du moins cette complexité dans toutes les initiatives, du moins dans toutes les approches, dans la mise en place ou du moins dans la concrétisation de cette initiative. Sinon, je ne suis pas vraiment d'accord en disant qu'il est extrêmement difficile d'arriver à une sorte de fédération sans tenir compte d'un certain nombre de conditions, de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, parce que ce n'est pas facile, parce que il faut aussi des compromis entre les États, il faut aussi des concessions entre les États, et cela, naturellement, va prendre du temps. Mais nous avons confiance, ou du moins nous espérons que nos trois États se feront guider par leurs différentes intelligences, par leurs différentes visions des choses, celle justement de construire une Afrique souveraine, celle de construire justement un Sahel souverain. Vous avez dit tout à l'heure que la concrétisation d'une confédération est un processus assez long. Est-ce que vous estimez que cette confédération est faisable actuellement?
Oui, c'est faisable, mais comme je l'ai dit, ça va nécessiter des sacrifices et des compromis à tous les niveaux. Et aussi, il faudrait noter que ça va nécessiter un certain nombre de points. Non, par exemple, la révision des constitutions des 3 pays. Aussi, les compétences qu'il faut dévouer à cette confédération. Et aussi, l'appropriation nationale. L'appropriation nationale veut dire quoi? Il faudrait, par exemple, si on prend la charte ou la convention de la Confédération de l'AES, qu'il faudrait traduire dans les langues locales. Si on prend le cas du Mali, on a combien de langues? Il faut traduire dans les langues que la population puisse se sentir appropriée et concernée par l'AES, avoir la même vision que les chefs d'État. Et aussi les difficultés internes qui peuvent venir. N'oubliez pas que c'est des pays qui sortent des crises, c'est des pays qui entament au même moment les 3 points des triangles de souveraineté. La souveraineté politique, la souveraineté dans la défense, la souveraineté monétaire, la souveraineté dans les constitutions, etc. C'est pour cela que ça va impliquer énormément de travail de fond. Quitte à dire, est-ce que ces autorités de transition vont arriver à le faire? C'est bien, mais ça va nécessiter du temps et aussi de l'engagement du citoyen lambda qui, à son tour, va être confronté à l'AES. Parce qu'il y a aussi, n'oubliez pas qu'il y a un vent qui est en train de venir, un vent qui n'est pas du tout favorable, c'est-à-dire sortir de la CEDEAO. Comment faire pour que les 3 pays quittant la CEDEAO ne puissent pas sentir les effets de ce retrait? Donc l'AES va avoir quoi? Les mêmes prérogatives, à mon avis, que la CEDEAO. La libre circulation des personnes et des biens, c'est bien, et aussi prendre en charge les difficultés du fonctionnement de la CEDEAO. Quitte à dire vers la fédération, quand et comment, et qui va être le chef de la capitale, par exemple. Bamako, Niamey et Ouaga. Donc c'est très difficile. Mais avec la confédération, c'est léger, c'est facile. On donne certaines compétences à l'AES et les réunions vont se faire, des réunions des ministres, des réunions des parlementaires, les réunions des chefs d'État. C'est comme pour cela que j'avais dit que c'est comme la version améliorée et la version qui peut, à mon avis, remplacer à l'état actuel la CEDEAO et qui va répondre aux besoins les plus urgents des populations. Ce n'est que des réponses. D'accord. Ce n'est que des réponses. Vous avez dit au début que tout est parti de la défense. Alors, quel impact positif cette confédération peut-elle avoir sur la sécurité et le développement de ces 3 pays? L'impact est que cette confédération va essayer de rectifier le tir. C'est-à-dire, il y a la défense, la souveraineté dans la défense qui est là. Et cette conférence des chefs d'État va donner le point séant sur, soit la monnaie, soit vers une souveraineté politique. Donc cela veut dire que tant qu'on n'a pas les 3, on n'est pas forcément libre de toute ingérence. Donc c'est pour cela que j'avais dit au départ que nous avons commencé par la défense, puis la révision constitutionnelle, puis vers le droit positif. On aurait dû commencer par, on a notre monnaie, quand on est souverain, on a la monnaie. On dit on est souverain aujourd'hui, demain c'est qu'on a notre monnaie, et aussi la monnaie a des caractéristiques culturelles. Si aujourd'hui on dit le dollar, on va parler de qui? Des États-Unis. Si on parle du yen, etc., du shilling, etc., les monnaies sur le plan international, chaque monnaie lie directement à un continent ou bien lie directement à des spécificités de pays. Donc l'AES, en tant que telle, cherche toujours à s'affirmer. Et si vous voyez, il y a eu une réunion au niveau de la CEDEAO, si vous avez constaté, juste après, il y a eu la même réunion au niveau de l'AES. Et quelle était la conclusion la conclusion phare de la réunion de l'AES? C'est que les sanctions concernant le gel des avoirs du Niger ne sont pas du tout acceptables, qu'il faut vraiment lever. Et on a aussi entendu qu'il est possible que la prochaine réunion au niveau de la CEDEAO va lever ces sanctions concernant les gels des avoirs. Donc c'est pour dire qu'en un mot, cette situation, que l'AES est là, l'AES aussi a aussi le premier point créé selon les initiateurs, c'est un pacte de défense mutuelle qui a évolué. Donc on a quitté de la défense vers la politique et de la politique on va vers la monnaie. Et là c'est fini. Tant qu'on n'a pas la monnaie, le combat reste toujours de mise pour l'AES. D'accord. Hassim Dabo, quels peuvent être les défis à relever selon vous? Pour moi, parmi les défis à relever, je vais essayer de signaler au moins 3. Il y a les défis liés au temps. Mon cher aîné vient de parler du temps tout de suite. Le temps est un facteur important parce que la vision et l'ambition que ces 3 éléments ont pour leur pays et pour leur continent, il faut le signaler, c'est que
si on ne donne pas assez de temps à ces éléments-là, ils ne peuvent pas parfaire ce qu'ils sont venus faire. Et regardez la pression occidentale concernant la tenue des élections. Regardez la pression de la CEDEAO pour non seulement fatiguer ces éléments dans leur ambition, mais aussi tout mettre en place pour perturber leur processus. Donc, est-ce que, la question que je me pose, est-ce que les individus de ces différentes populations vont pouvoir comprendre la géopolitique assez, je parle de la population, pour donner du temps à ces éléments-là, pour qu'ils puissent parfaire ce qu'ils sont venus faire. Ça, c'est le premier élément. Le second élément pour moi, c'est la réalisation de la monnaie. Est-ce qu'ils vont pouvoir mettre en place non seulement une monnaie commune, mais permettre aussi que cette monnaie-là soit arrimée aux autres. Par exemple, au dollar, à l'euro et ainsi de suite. Bon, ça sera chose compliquée parce que les Occidentaux, sachant très bien que cela va anéantir leur monnaie, est-ce qu'ils vont faciliter ce processus-là? Donc il y a ce côté aussi à revoir. C'est un défi énorme. Raison pour laquelle, depuis que la France a entendu comme quoi ils ont envie de mettre en place une monnaie, vous voyez les tractations qui sont en bas, qui ne sont pas visibles. Mais ils reçoivent trop de pression pour que cela ne puisse pas se faire. On en parle depuis très longtemps, mais jusqu'à présent, ça tarde. Ça tarde pourquoi? Parce qu'on ne crée pas une monnaie juste parce qu'on a envie de créer la monnaie. Il y a tout un processus qui est là. Et tous ces éléments-là vont dépendre du temps. Et pour que ce temps soit, il faut que ces éléments-là soient paisibles dans leur tête comme quoi on peut aller d'année en année pour pouvoir continuer à gérer. Est-ce que selon vous, il existe un facteur de communication entre les populations de ces trois pays avec leurs autorités pour savoir réellement qu'est-ce que les autorités, où est-ce qu'elles veulent aller ou qu'est-ce qu'elles veulent faire réellement? Oui, il y a un processus de communication qui est là parce que pourquoi? Si ce processus n'existait pas, la population n'allait pas avoir confiance en ces leaders-là. Vous voyez qu'il y a un climat de confiance entre les leaders de ces trois pays et la population, parce qu'il y a d'autres individus qui sont là, comme ceux qui sont dans le panafricanisme, qui font tout pour que la population reste derrière ces éléments-là. Ça, c'est des éléments invisibles qui font bien leur travail. Je peux citer Nathalie Yam, je peux citer Kémy Seba, pour ne citer que. Donc, il y a ce climat de confiance qui est là. Mais ces différentes populations aussi sont liées, ils ont des défis à relever. Si ces défis ne sont pas relevés à temps, ça peut amener une autre image. Je parle par exemple du cas de notre cher pays Mali, qui est par exemple l'électricité. Avec ces coupures et le délestage qui est là, on peut faire tel ou tel moment sans avoir l'électricité. Moi, je pense qu'à des moments donnés, quand on a confiance en ces leaders, les leaders aussi doivent avoir une bonne politique de communication pour communiquer avec la population sur des éléments qui font que les gens n'arrivent pas à soutenir les choses à fond. Parce que ça va permettre à d'autres qui ne veulent pas qu'ils prospèrent de pouvoir donner des arguments qui tiennent sur le temps. Mais en réalité, si on maintient la dynamique de la confiance, on peut s'en sortir. Parce qu'ils veulent des solutions qui vont durer. Alors que nous sommes dans des problématiques depuis fort longtemps. Donc moi, je pense que la confiance, c'est un élément important. Et la façon dont ils communiquent avec la communication doit continuer, mais ils doivent tout mettre en place pour que ces défis-là, qui sont vraiment pressants, soient réglés pour qu'on puisse leur donner assez de temps et gouverner comme il faut et relever ces défis de la confédération et de la fédération à long terme. Assamadou, allons-nous assister à un gouvernement central de l'Alliance des États comme stipule la création d'une confédération? Alors là, je pense qu'actuellement, nous n'avons pas encore des éléments palpables, nous n'avons pas encore des documents qui nous montrent clairement à quoi peut ressembler cette confédération, mais si on s'en tient à la déclaration, nous pouvons effectivement dire que nous ne sommes pas à cette étape-là, parce que, vous savez, le docteur l'a si bien souligné, aujourd'hui, on a des défis, les défis que nous avons sont ceux justement de la création de nouvelles monnaies et aussi la mise en place justement des conditions juridiques et politiques qui sont parce qu'on puisse arriver à mettre en place une institution aussi forte. Maintenant, quant à la possibilité d'avoir un gouvernement central et autres, je pense que ça fait partie des perspectives et nous osons croire que nos experts auront l'intelligence, ou du moins les bonnes propositions allant justement dans ce sens, mais qui permettront à ce qu'on puisse trouver
contradiction possible. Le docteur avait affirmé qu'il va falloir d'abord aller vers un référendaire pour pouvoir prendre en compte la confédération pour chaque État. Est-ce qu'on va encore assister, selon vous, à d'autres types de référendums dans ces trois pays dans les mois à venir ou dans les années à venir? Alors, moi, je pense que les experts sont suffisamment éclairés, les experts également, par la réalité sociopolitique des trois pays. Vous savez aujourd'hui que ce soit au Mali, au Niger ou au Burkina Faso, nous sommes tous frappés par ce problème de sécurité. Il y a le terrorisme qui sévit. Et parler encore de référendum dans un tel contexte. Et vous savez aussi, comme le docteur l'a si bien souligné, aujourd'hui nous sommes sous la pression du monde occidental. Il y a toutes ces mesures-là qui sont prises pour non seulement nous fragiliser économiquement, mais aussi il y a ces mesures d'ajustement qui sont prises par certains pays voisins pour la déstabilisation de certains États de l'AES. Du coup, il est extrêmement difficile de tâtonner avec des petites initiatives comme l'organisation des référendums et ainsi de suite. Mais nous estimons que nos gouvernements, ou du moins nos experts, ont suffisamment réfléchi sur la question. Et c'est à eux, naturellement, de donner la formule, ou du moins de proposer la formule idéale, de sorte à ce qu'on évite beaucoup de dépenser économiquement et aussi éviter de perdre beaucoup de temps. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que nous sommes plus que jamais à un tournant décisif de notre histoire. L'histoire du Mali, l'histoire du Niger, l'histoire du Burkina Faso. Et nous n'avons pas de temps. Et nous sommes aujourd'hui sous la pression et il faut aller rapidement. C'est vrai qu'il ne faut pas comprendre de vitesse et précipitation, mais il faut qu'on puisse comprendre que nous n'avons pas de temps et il faut aller tout de suite et maintenant vers les actions concrètes. Et pour aller vers les actions concrètes, nous estimons que si la vision elle est bonne, elle peut être communiquée auprès des peuples et c'est au peuple justement de valider. Et nous estimons que le peuple burkinabé, le peuple malien, le peuple nigérien, ce sont des peuples suffisamment courageux qui sont... Comment, selon vous, cette confédération peut-elle fonctionner? Selon nous, nous pensons qu'aujourd'hui, la formule, du moins les perspectives données à travers les différentes déclarations et les différents sujets, nous pouvons nous retrouver dans une situation où on a un parlement constitué justement de députés justement des trois pays. On peut aussi se retrouver avec des conseils de ministres conjoints et aussi on peut se retrouver avec des sommets de ces trois différents chefs d'État où, lors de ces instances-là, dans ces instances-là, certaines grandes décisions sont prises. Nous pensons que cette formule pourrait justement marcher et dans les années à venir, du moins, dans la semaine à venir, si le besoin se présente, on peut naturellement aller dans une perspective de fédéralisme, ou du moins de création d'une fédération de ces trois pays-là. Docteur Touré, quelle architecture institutionnelle pour l'AES lui permettant de fonctionner efficacement? Oui, l'architecture a été donnée par les conclusions du sommet parce qu'il dit une institution architecturale à caractère léger, c'est-à-dire faire fonctionner la confédération par l'acceptation des trois pays à dévoluer certaines compétences à la confédération, notamment les compétences qui seront données à la confédération et aussi le fonctionnement n'est autre que le modèle un peu calqué sur la CEDEAO, comme je l'ai dit au départ, c'est-à-dire faire fonctionner l'organe législatif, exécutif et puis l'organe de décision. C'est-à-dire qu'ils vont avoir le Parlement, ils vont avoir le Conseil des ministres, puis la session des chefs d'État pour entériner ou prendre des grandes décisions. Ça, c'est faisable. Mais néanmoins, il faudrait aussi faire face à certains défis, comme on l'avait dit, les défis communicationnels, les défis de l'appropriation du concept AES au niveau de la population, les défis tels que chaque État aussi, des trois États sont animés. Mais ils doivent aller plus loin en acceptant de sacrifier certaines de leurs libertés au profit de la Confédération. Parce que, comme on l'a dit, tous les yeux sont vers eux, c'est des modèles. C'est un modèle qui est là. Et si ce modèle échoue, ça peut tuer l'œuf, c'est pas bon. Donc, ça peut fonctionner, la Confédération peut fonctionner selon le modèle proposé par le sommet du Conseil des ministres. C'est-à-dire une institution légère, avec les sessions des chefs d'État, de Parlement,
et etc. Voilà. Quels sont selon vous les avantages d'une confédération? Bon, les avantages est que ça va c'est non seulement quelques avantages, notamment la décision commune, et aussi l'implication des trois peuples à former un bloc, c'est-à-dire matérialiser leur union pour dire que je suis malien, en tant que malien je suis nigérien, et aussi n'oubliez pas qu'il y a aussi la charte graphique qui est en cours, qui certainement va être matérialisée au niveau du sommet des chefs d'État. Les signes, par exemple, ils vont dire, bon, désormais pas de carte d'identité malien, on accepte, tout le monde avait la carte AES, le passeport AES, et c'est tout ce qui va, beaucoup de choses vont devenir AES, donc c'est une partie de notre liberté qu'on va accepter facilement avec cette configuration actuelle de la confédération. Donc c'est des enjeux qui vont prendre du temps, mais c'est des enjeux irréalisables dans le temps. D'accord. Le ministre Traoré a dans les conclusions indiqué l'élaboration dans l'urgence des projets relatifs à la libre circulation des personnes et des biens que vous avez énumérés il y a quelque temps. En attendant, les passagers de l'espace AES continuent de dénoncer les difficultés liées à la libre circulation. Selon vous, la libre circulation des personnes et des biens va-t-elle être une réalité pour les ressortissants de cet espace? Oui, tout à fait, parce qu'il n'y a même pas le choix, parce que c'est des réponses d'urgence. Parce que comme on a l'habitude de tourner entre nous, membres de la CEDEAO, il n'y a pas il faut que l'AES aussi tourne au sein de l'AES pour un moment donné. Et qu'est-ce qui va se passer après? Bon, c'est des négociations qui vont se poursuivre côté AES, côté CEDEAO, pour les populations et la libre circulation au sein de l'AES, au sein de la CEDEAO. Ça, c'est même pas... c'est tout à fait attendu par la population. C'est pour ça que j'avais dit au départ, les prérogatives de l'AES sont en train de tirer de leurs sources des prérogatives de la CEDEAO. Donc tout ce qu'on avait au niveau de la CEDEAO, on a les mêmes prérogatives au niveau de l'AES. La libre circulation, l'intégration économique, l'intégration politique, l'intégration de l'union douanière, etc., etc., la mise en place des commissions, la mise en place des institutions dans un temps donné. Donc c'est bien, mais ça va nécessiter énormément de temps. Assim Dabo, en attendant que cette confédération ne soit concrétisée, des populations, des voyageurs notamment, continuent à souffrir au niveau des frontières entre le Mali, le Burkina, entre le Burkina et le Niger, entre le Niger et le Mali. Est-ce que selon vous, depuis l'annonce de la mise en place de l'AES, les autorités ne devraient pas prendre des dispositions pour permettre à ces populations de vaguer librement à leurs occupations entre ces trois pays? Oui, effectivement, c'est ce que je déplore. Parce qu'en réalité, quand on veut mener une politique, il faut d'ores et déjà avoir les moyens de sa politique. Et pour cela, il faut que les différents dirigeants de ces pays-là comprennent que tout ce qu'ils sont en train de faire, ils font ça pour les populations. Et puisqu'ils sont en train de faire ces choses-là pour les populations, toutes les décisions qu'ils vont prendre, ils doivent tout faire pour calculer la souffrance de ces populations-là. Parce que la condition sine qua non pour qu'ils perdurent et qu'ils durent au pouvoir, c'est que ces populations-là restent derrière eux. Et aujourd'hui, on voit à travers l'AES que d'autres pays de la CEDEAO vont tout faire pour faire souffrir ces populations-là et que ces populations-là puissent à un moment donné dire que non, on n'en peut plus. Donc, il faut extrêmement faire attention. S'il faudra, et il faut comprendre aussi que les éléments de la CEDEAO ne sont pas nos ennemis. On n'a juste pas les mêmes visions par rapport au développement de notre continent. Donc, on peut non seulement rester au niveau de l'AES, mais avoir des compromis avec les éléments de la CEDEAO. Parce qu'à long terme, si l'AES ne se termine pas par une fédération plus large avec d'autres pays de la CEDEAO d'aujourd'hui, c'est comme si l'AES a échoué. Parce que si on reste chacun dans sa dynamique, on ne peut pas prospérer. Le but, c'est de pouvoir amener les autres de la CEDEAO vers l'AES. Quand ils vont comprendre que nous avons les mêmes intérêts, nous avons les mêmes combats à mener pour pouvoir peser au concert des nations, les autres vont venir. Mais quand on va continuer à se chamailler entre nous, toi tu fais ceci, moi je fais cela, je vais faire souffrir tes ressortissants, réciprocité, vous allez faire souffrir mes ressortissants. Cela n'est pas une bonne chose parce que c'est la population qui va beaucoup souffrir. C'est les populations qui vont souffrir. Et ça, ce n'est pas l'objectif de nos dirigeants. Donc, il faut mettre une bonne politique en place pour que non seulement on reste là où nous sommes, mais on peut aussi signer des pactes avec eux
pour qu'il y ait la libre circulation des individus. Ça, c'est très, très important. Parlant de la libre circulation, le docteur a parlé tout à l'heure de peut-être que la suppression des cartes d'identité maliennes, parler de cartes de l'AES. Quelles règles de contrôle de la carte d'identité nationale sera proposée pour les voyageurs de l'AES selon vous? Bon, pour le moment, raison pour laquelle, je ne sais pas si vous m'avez bien suivi, j'ai parlé d'un facteur important qui est le temps. Ils ont besoin de temps pour mettre toutes ces choses-là en place. Et réellement, pour les histoires de cartes d'identité aussi, ce n'est pas une question, c'est un impératif, en fait. Parce qu'on ne peut pas dire AES et qu'il n'y ait pas le passeport AES, carte d'identité AES, et ainsi de suite. Même au niveau de la libre circulation de ces éléments-là. Mais au même moment où il y a tout ça, on peut aussi aider les ressortissants de ces autres pays-là qui bougent aussi entre le Mali, le Niger, le Burkina et d'autres aussi, qu'ils puissent aussi bouger librement. Parce qu'une fois que leur liberté de mouvement sera en péril, c'est comme si cette politique entre nous, Africains, n'a pas marché. Parce que l'objectif, c'est de permettre à nos populations de vivre en paix. Ce n'est pas de trouver quelqu'un en paix et de mettre en péril sa paix à cause d'une recherche de paix qui ne va jamais voir le jour. Donc moi, je pense qu'il faut que ces dirigeants-là soient très, très intelligents, qu'ils sachent qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à parler le même langage parce qu'il y a des pressions ailleurs. Mais en réalité, nous ne sommes pas des ennemis. Avec le temps, nous allons nous comprendre. Mais avant ça, il ne faut pas que les populations seront touchées à un certain niveau parce que ce n'est pas la faute à ces populations-là. C'est juste une guerre politique qui va se résoudre dans le temps. Monsieur Guiré, y aurait-il une différence de contrôle au niveau des frontières et des postes internes, selon vous? Moi, je pense que dans la vision des choses, lorsque nous écoutons toutes les parties, que ce soit les autorités maliennes, les autorités burkinabées, les autorités nigériennes, nous voyons que l'objectif, c'est de faciliter la libre circulation entre au sein justement de l'AES. Faciliter les échanges entre les peuples, faciliter les échanges, la mobilité, la circulation des différentes populations. Maintenant, la formule, vous savez qu'on a les vieilles frontières qui sont là, et même s'il y a la volonté justement de faciliter la libre circulation des biens et des personnes au niveau donc, de l'AES, il ne faut pas oublier aussi que si on laisse une certaine facilité de circulation au niveau donc, des frontières, cela pourrait créer aussi d'autres problèmes de sécurité. Et dès lors que vous êtes dans une seule situation, il faut aussi comprendre que on aura naturellement des contrôles et ainsi de suite, mais cela ira dans le sens justement de l'amélioration justement des conditions de déplacement des populations. Et nous estimons qu'au niveau des frontières, vous savez qu'on ne peut pas traverser une frontière comme si on traversait un village. Il y aura forcément des vérifications de dossiers, ainsi de suite. Mais ce que nous suggérons, du moins nous voulons aussi, c'est de prendre en compte la préoccupation, comme le docteur l'a si bien souligné, des populations, pour ne pas justement, pour ne pas qu'on se retrouve avec des histoires de raquettes, pour ne pas justement qu'on se retrouve avec des histoires de manipulation de la population au niveau donc des frontières, parce que on est dans une situation d'intégration, on est dans une situation où on a trois pays qui ont décidé justement de s'unir et du moins de se faciliter les échanges, de se faciliter donc la circulation au niveau de l'espace de l'AES. D'accord. Alors, selon vous, les États du Sahel ont-ils les moyens de leur ambition? Non, nous estimons que tous les pays, petits ou grands, ont les moyens de leurs ambitions. Vous savez aujourd'hui que le capitaine Ibrahim Traoré, le président Goïta et le général Tiani ont suffisamment expliqué à leurs différents peuples qu'aujourd'hui, ils sont dans une dynamique de refondation de leurs différents pays et ils sont également dans une dynamique de reconquête de leurs différentes souverainetés. Vous savez que pendant les années 60, les États qui se sont assumés aujourd'hui, lorsque vous voyez le niveau de développement comparativement à certains pays de l'Afrique francophone, vous verrez qu'il y a une grande différence. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui estiment que toutes les décisions prises aujourd'hui par les autorités des trois pays de l'AES auront des graves conséquences sur les économies, sur également les populations. Nous sommes suffisamment
estimons que c'est le prix à payer naturellement pour aller vers la construction d'un Burkina puissant, d'un Mali puissant et d'un Niger puissant. Nous estimons que nous avons suffisamment les moyens parce que nous sommes extrêmement convaincus que le Mali a beaucoup d'intelligence. Le Burkina Faso a beaucoup d'intelligence et le Niger a effectivement beaucoup d'intelligence. Et nous estimons que pour construire une nation, pour qu'une nation puisse réaliser ses ambitions, ou du moins ses objectifs, il faut des intelligences. Vous savez qu'en termes de ressources naturelles, en termes de ressources minières et autres, aujourd'hui, le Mali, le Burkina et le Niger n'ont rien à envier à qui que ce soit. Nous estimons aussi qu'aujourd'hui, en termes de détermination, nous avons des populations, nous avons des peuples très déterminés. À partir du moment où nous avons ces trois éléments, nous estimons que nous avons suffisamment les moyens de nos différentes ambitions. D'accord. Docteur Touré, les États du Sahel ont-ils les moyens de leur ambition? Oui, tout à fait. Mais comme il l'a dit, n'oubliez pas que les trois pays sont en guerre. Donc, quand on est en guerre, des sacrifices, ça, il le faudra. Il faut faire des sacrifices. Et aussi, il faudra du temps. Il faudra du temps. C'est le facteur temps qu'il faudrait toujours mettre en jeu. Et quand on est en guerre, il faudrait accepter que certaines choses ne marchent pas, que certaines souffrances arrivent au niveau de la population, tel le délestage, tel le problème X, tel le problème Y. Donc, c'est-à-dire c'est des souffrances. Et c'est là où la souveraineté entre en jeu. Quand on veut être souverain, il faudrait accepter des sacrifices. Et c'est qu'on avait dit, la souveraineté actuelle, elle est différente de la souveraineté des années d'indépendance. C'est une souveraineté basée sur le patriotisme, accepter des souffrances. Donc, c'est la souffrance et aussi l'abnégation, la résilience sont des facteurs de réussite. Alors, cette confédération devrait procéder à la mise en place d'une fédération de 3 pays sahéliens. Cette fédération serait-elle la plus avantageuse que la confédération? Bon, c'est avantageux, mais pour le moment, j'espère qu'on fasse d'abord la confédération. Cette étape est nécessaire. Parce qu'elle est nécessaire parce que ça va nécessiter des sacrifices et aussi ça va nécessiter des tests de chaque pays. Accepter que nous voulons perdre une certaine partie de nos souverainetés au profit de l'Union. Est-ce que pour vous aujourd'hui, l'urgence, il est temps que ces États-là aillent vers cette confédération ou vers cette fédération? Bon, pour moi, l'urgence, c'est d'aller d'abord vers la confédération. Parce que la fédération nécessite beaucoup de choses. Un État central, une capitale. Est-ce que les mentalités les mentalités des populations à ce niveau y est? Donc, le défi premier pour moi, pour l'AES, c'est la communication, l'appropriation nationale de l'AES et la mise en place des comités nationaux de l'AES dans chaque pays pour expliquer aux populations ce que veut dire l'AES, les enjeux et les défis de l'AES et quel avenir, vers quoi nous tendons, vers le futur. Les populations de ces différentes localités vont-elles adhérer à cette idée de confédération des 3 pays des États du Sahel? Moi, en tant qu'optimiste, je pense que c'est possible, mais il faudra une bonne communication. Il faudra aussi travailler sur le mental de la population par rapport aux souffrances, par rapport aux enjeux, pour qu'ils puissent savoir que quand on regarde par exemple Dubaï aujourd'hui, nous voyons des gratte-ciel partout, mais à un moment donné, il n'y avait rien. C'était comme Kidal à ses débuts, ou Bamako à ses débuts. Donc, avec une bonne préparation mentale, nous pouvons non seulement amener la population à comprendre les enjeux, mais aussi à nous projeter dans l'avenir qui sera un avenir meilleur. Ouais. C'est sur ce mot que prend fin ce grand dialogue qui réfléchissait sur le Mali, le Burkina, le Niger. La création de la confédération se précise-t-elle et nous étions avec Dr Ahmadou Touré, chercheur en sciences politiques, paix et sécurité au Mali, Assim Dabo, enseignant-chercheur et analyste politique, Assamadou Aguirre, expert en géopolitique au Burkina Faso, à la régie vidéo et mise en onde Adjaratou Traoré et Ibrahim Sanogo. Merci de l'avoir suivi à la présentation. Je suis Mrana Kilomega. À demain pour un autre débat.